Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à bord de cette conférence programmée pour ce jour 2. Et sans plus tarder, et sincèrement, nous avons parlé hier à différents niveaux du contrat programme, du contrat cadre 2017-2021. Nous avons également vu ce plan Maroc vert. Nous avons parlé de cette communion entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Agriculture. Nous avons parlé également hier de sujets fort intéressants. Monsieur le ministre a également mis le point sur l'importance de la ressource humaine, du capital humain et de son intégration et son implication pour que nous puissions arriver un petit peu à nos objectifs. Ce matin, on a parlé énormément de recherche et de développement. Et aujourd'hui, eh bien, avec la complicité pendant à peu près 45 minutes à 50 minutes, Monsieur Mounir Ferham, qui est le directeur du pôle éducation-enseignement à la Chambre, se fera le plaisir d'aller dans le sens voulu et de nous animer cette importante table ronde, panel. Je suis à vos côtés si jamais il y a quoi que ce soit. C'est un plaisir que d'écouter sur les ressources humaines. Merci beaucoup, Monsieur Setti. Je voudrais juste d'abord remercier les panélistes pour leur présence, leur implication très forte et aussi remercier avec nous la présence chaleureuse des personnes qui ont voulu être avec nous pour débattre d'un sujet qui est stratégique. Je salue la présence de Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de directeurs qui sont avec nous aussi. C'est dire quelque part l'intérêt qu'ils apportent ou qu'ils accordent à cette problématique. Je voudrais juste partager avec vous quelques indications. J'ai croisé des informations émanant du Conseil économique, social et environnemental et du FMI, des indicateurs qui se passent de tout commentaire. Quand on sait par exemple que 60% des métiers qui vont arriver d'ici 2030 ne sont pas connus jusqu'à maintenant, que 40% des patrons estiment qu'il y aurait des évolutions structurelles et qui émanent de ce qu'on appelle la matière humaine, le capital humain. Autre indication qui émane cette fois-ci du FMI, de la Banque mondiale, et qui converge vers le fait que 60% des disparités qui se déclarent au niveau des pays ou des secteurs viennent essentiellement du capital humain, à savoir les connaissances et les savoirs. Donc, Madame, Messieurs, vous êtes confrontés à ces réalités. Vous savez très bien que nous vivons dans un monde sans cesse en mutation, en évolution constante. Et je voudrais laisser la parole à Hicham Zouanet. Hicham Zouanet qui est président de la commission RH au niveau de la CGM. Vous avez aussi d'autres fonctions. Vous êtes le directeur des ressources humaines de Coca-Cola. Je voudrais que d'abord votre réaction à chaud par rapport à la problématique et que vous puissiez nous décliner globalement quel est le ressenti qu'ont les acteurs économiques par rapport à cette problématique. Et bien entendu, je reviendrai vers vous, Madame, Messieurs, pour que vous puissiez réagir à chaud et bien entendu parler de cette problématique telle qu'elle est vécue au sein de vos entreprises et de quelle manière vous agissez pour que l'offre de formation puisse agir avec vous comme levier de compétitivité, d'innovation, d'agilité et de performance. À vous, Hicham. Merci, Simonet. J'ai combien de temps? Le temps qu'il faut pour répondre à la problématique. Je vous arrêterai, vous inquiétez pas. Je peux parler pendant des heures. Non, c'est pas le but parce que c'est qu'on soit interactif et je pense qu'on va interagir aussi avec la salle. C'est l'intérêt que le partage soit dans les deux sens. Je vais vous livrer un petit peu le ressenti des acteurs, comme vous avez dit, et l'acteur que je représente ici, c'est la CGM. Je représente la Commission Emploi et Relations Sociales. Et je vais vous dire comment on a vu évoluer la compétitivité au Maroc. Pour peut-être à la fin laisser mes amis, on a d'excellents DRH devant nous qui vont beaucoup plus, j'irai s'étaler sur la problématique formation comme panacée et comme remède à cette problématique de compétitivité. La compétitivité au Maroc, si on revient à peu près 2 décennies, vers l'an 2000, elle a complètement changé. En l'an 2000, quelques années avant, nous avons pris une décision courageuse, y compris le chef de l'État. Les acteurs économiques, parfois même sans trop les préparer à ça, de s'ouvrir sur le marché extérieur, d'ouvrir un petit peu nos frontières. On a vendu aux acteurs économiques qu'en face de cette ouverture des frontières, nous aurons également une ouverture qui s'estime à peu près un potentiel marché d'1 milliard de clients. Ce milliard de clients, malheureusement, on a vu qu'on n'avait pas l'offre exportable pour ce marché.
En 18 ans, nous avons signé à peu près 54 accords de libre-échange. Et 20 ans après, on se retrouve déficitaire sur 53 accords de libre-échange et excédentaire sur un seul, qui est celui avec la Jordanie. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, moi je dis, quel que soit X, il est intéressant et primordial de ne pas se recroqueviller sur soi-même et de s'ouvrir, mais à l'époque, on nous a dit qu'il y a ce qu'on appelle la théorie des 3 tiers, qu'un tiers a été déjà préparé et qu'il passera le cap de l'ouverture sans problème. Un tiers devra se mettre à niveau, d'où les programmes de mise à niveau pendant 10 ans, et un autre tiers ne passera pas le cap parce qu'il s'agit de vraies restructurations qu'il faut faire pour passer. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve déficitaire avec un écart énorme, aussi bien avec que ce soit la Turquie, l'accord avec les États-Unis, l'Union européenne, etc. La compétitivité, c'est 2 choses. C'est la somme entre la structure de vos coûts dans le pays et la productivité de vos salariés. Sur la structure des coûts, nous sommes loin d'être le meilleur. Je prendrai que les 5 ou 6 coûts qui sont énormes pour une entreprise. Je commencerai par le coût de l'énergie. Malheureusement, on n'est pas un pays producteur de pétrole. Sibou Saïd a budgétisé un budget de l'État à $45, on se retrouve à $70. Sauf pour le gaz et pour le volet agriculture, parce que le gaz pour l'agriculture reste un bien encore subventionné et qui constitue l'essentiel de ce qui reste de la subvention, à peu près 14 milliards de dirhams versus 20 milliards qui restent, sachant que les 30 milliards qui sont partis, c'est la décompensation liée au carburant. Donc, coût de l'énergie, on est loin d'être compétitif. Coût du foncier, je crois que je n'ai même pas besoin d'en parler. Il y a plus ou moins un traitement à 2 vitesses. Lorsque c'est un grand opérateur, et tant mieux, lorsqu'on accueille du Renault par exemple, on est ravi de voir les 10 000 salariés qu'ils ont créés. Et du coup, le coût du foncier pour un grand opérateur comme Renault n'est pas celui pour un investisseur marocain lambda qui paiera le coût à plein pot pour eux. Troisième structure de charge, et pas des moindres, les financements. On a des taux de financement qui ne sont pas très simples parce qu'on achète le coût de l'argent cher. Vous n'allez qu'à voir un petit peu à quel taux donnent les banques européennes pour voir qu'on n'est pas bien loti. Entre 7 et 3-4%, il y a une différence pratiquement du simple au double. Quatrième coût qui est important, et là je vais rentrer dans le cœur du sujet, c'est le coût du travail au Maroc. Le coût du travail au Maroc, je ne sais pas est-ce qu'on le sait ou pas, mais on a l'un des SMIC les plus élevés sur l'Afrique, deuxième après l'Afrique du Sud, et je suis obligé de me comparer à une dimension régionale qui sont mes vrais compétiteurs, et du coup on est loin de l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. À la limite, l'Algérie n'est pas une menace sur le plan exportation, mais on a vu que l'Égypte et la Tunisie constituent une menace, et leur coût du travail n'a rien à voir avec le nôtre, aussi bien pour le SMIC, ils sont à environ 180 €, 200 € par mois, lorsque nous sommes à 260 €. Le coût des restructurations. J'ai vécu dans plusieurs entreprises. Je suis dans une expérience de ce qu'on appelle installer des shared services. Et à chaque fois, on préfère restructurer ailleurs. Alors d'aujourd'hui, on va restructurer en Algérie une trentaine de IT et de financiers. Parce qu'au Maroc, le coût de la restructuration est énorme. C'est la double peine des indemnités légales et le dommage, chose sur laquelle on bataille depuis longtemps. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on n'est pas bien loti sur le plan des structures de coûts. C'est très cher, ça nous rend non compétitifs. Le seul levier qui peut sauver l'entreprise marocaine, et la preuve en est de tout ça, c'est quelle a été la répartition et le split de notre GDP, notre PIB. Le PIB, on est en train de s'effriter sur le plan industriel, et si on isole l'expérience automobile, on est passé de 18% du PIB de l'industrie, et il compte maintenant 13%. Et on sait que l'industrie, c'est le seul secteur qui crée des emplois de manière pérenne. Donc on assiste à une tertiarisation de l'économie. D'une part, c'est la tendance, mais d'autre part, c'est des postes fragiles. Donc sur la structure du coût, on met de côté, on n'est pas du tout compétitif. Pour se rattraper et constituer une offre exportable compétitive, il ne nous reste que la productivité. Et la productivité, 2 choses. Ce qu'on reçoit en amont, ce sont des lauréats, que ce soit de l'OFPPT qui est devant moi, ou bien d'autres,
qui parfois, et même souvent, en inadéquation par rapport à nos besoins. Et encore, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore rarement des synergies entre le monde économique et le monde de l'enseignement pour travailler le plus en amont possible, pour vraiment travailler sur ça. Donc, si au niveau de la productivité, ce qu'on reçoit en amont n'est pas bon et ce qu'on a n'est pas encore bon, la seule, pour moi, le seul remède, c'est la formation. Et quand je dis formation, c'est une vraie formation. Et à ce niveau, j'ai 2-3 petites remarques, ou plutôt conseils. Quand on achète de la formation, on n'achète pas du prêt-à-porter. Il faut payer un peu plus, travailler un temps soit peu, et payer une journée encore supplémentaire pour faire du sur-mesure par rapport à du prêt-à-porter. Et ne pas trop s'attarder sur des enseignes, des grands brandings maintenant internationaux qui commencent à vouloir faire pignon sur rue, mais plutôt sur les animateurs, les intervenants, qui, eux, laissent beaucoup de traces sur les salariés. Et bien sûr, on voit qu'on n'a qu'un seul élément, remède, on reviendra peut-être tout à l'heure. Merci Hicham, vous m'avez averti que vous allez parler longtemps, j'étais averti, donc pour récapituler, vous avez décliné carrément donc une photographie de l'économie d'une manière macroéconomique, vous avez parlé des contrats-programmes et bien sûr des stratégies sectorielles, vous avez dit, et vous avez raison, qu'on a insisté plus sur la production et pas forcément sur la commercialisation. Parce que quand on parle de la commercialisation, on va aborder des sujets qui sont très pointus, à savoir innover pour se différencier et conquérir donc d'autres parts de marché. Je voudrais avec vous qu'on revienne sur quand même le sujet de débat qui est la partie agroalimentaire, parce que vous avez parlé des industries, on peut parler de l'agro-industrie. Donc tout cela, on va revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle manière on pourrait faire de ce secteur donc un levier de compétitivité pour le pays, et bien sûr en nous ancrant dans la vraie problématique que vous avez citée, le décalage qu'il pourrait y avoir et qui est là entre l'offre formationnelle et bien entendu les exigences du marché, à savoir les entreprises. Réaction de vous, Asma, sur ces problématiques. Comment elle est vécue au sein de votre entreprise et de quelle manière vous pensez la réguler, si vous pouvez la réguler, et bien entendu votre avis au-delà de votre exercice au sein de Le Sieur Cristal. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, par rapport à ce qu'a dit déjà Hicham Zouanet, je suis alignée sur le fait que l'investissement en formation, c'est un investissement à long terme. Donc la problématique dans les secteurs d'agroalimentaire, et plus précisément dans les entreprises à l'instar de Le Sieur Cristal, c'est que la formation, c'est un investissement à moyen long terme. Donc c'est un cycle lent de transformation contre une exigence qui est la rentabilité et la performance économique, qui est un cycle court de transformation. Donc il faut savoir, dans la formation, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. C'est dans cette logique-là que la problématique qui se pose dans les entreprises, c'est une adéquation entre ce qu'on appelle le soft et le hard, entre la culture et la stratégie. La culture, c'est tout ce qu'on a comme ADN de l'entreprise en matière de politique RH, en termes de levier de motivation, de développement des compétences, d'attraction des potentiels. Et la partie stratégie, c'est tout ce qui est exigence de rentabilité immédiate en termes de d'EBITDA, en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, en termes de part de marché. Beaucoup d'indicateurs et de KPI qui ne sont pas en harmonie avec la formation. Dans la formation, on s'attarde beaucoup plus sur le développement personnel. Donc c'est un investissement de l'entreprise dans son capital humain qui est sa première richesse pour pouvoir demain faire face aux défis qui l'attendent. Quand vous avez dit en prélude que les métiers des 10 années prochaines n'existent pas en entreprise aujourd'hui, le cas de Le Sieur Cristal, les 10 produits phares qu'on a aujourd'hui n'existaient pas dans notre portefeuille Le Sieur Cristal. On était principalement connus par les huiles de table et huiles d'olive. Aujourd'hui, on s'est diversifié dans tout ce qui est savon de ménage et savon... Justement, Asma, comment vous avez remédié cette problématique d'adaptation par rapport aux exigences du marché? Parce que vous formez par rapport à une exigence qui est actuelle. Et après, comment vous pouvez anticiper ces demandes, je veux dire, surtout dans un contexte national, continental? C'est là où je voudrais que vous m'apportiez un peu plus de précision. En fait, c'est là où on doit parler de la vision de toute entreprise qui se respecte. Il faudrait qu'elle se projette, qu'on puisse donner au manager de l'empowerment, qu'il puisse se projeter à 3 ans, à 5 ans sur les métiers à forte valeur ajoutée. Toute entreprise, son client final, c'est le consommateur. Donc on est obligé d'anticiper ses attentes, de l'accompagner dans sa mutation et son mode de consommation pour pouvoir demain être au rendez-vous de ces attentes-là. Donc pour Le Sieur Cristal, comme on a fait, c'est simple. On a instauré en 2012 le TGV d'innovation qui consistait à créer chaque année 2-3 nouveaux produits qui vont répondre un peu à la mutation du marché de la consommation. Deuxième axe, c'est tout ce qui est formation. On a développé une académie de formation qui s'appelle Excellium, qui cultive l'excellence et qui
qui forment au métier de l'entreprise parce que, comme vous le savez très bien, il n'y a pas une offre suffisamment riche sur le métier de l'agro-industrie. Autant il y a des formations pour les profils ingénieurs, pour les profils de techniciens, mais pour le middle management, il n'y en a pas. En fait, les chefs d'atelier, les chefs de ligne, les conducteurs et les opérateurs, il n'y a pas. Donc c'est une offre aujourd'hui qui est amenée à être développée par les opérateurs et les acteurs économiques privés en partenariat avec les groupements interprofessionnels des deux conseils, le GIAC, qui sont dans cette vocation-là d'accompagner l'entreprise privée dans sa quête vers l'excellence. Merci beaucoup Asma, vous avez fait le lien naturellement donc, avec Moustapha Meproud, qui est directeur général du groupement interprofessionnel des deux conseils du secteur. Monsieur, je suis vraiment navré, je m'excuse parce que vous aviez préparé des slides, mais vu le temps imparti et mon insistance sur le fait qu'il y ait de l'interaction, je suis navré de vous avoir empêché de faire vos slides, mais je voudrais votre réaction par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la problématique et en versant des indicateurs que vous pouvez nous apporter pour enrichir le débat. Merci beaucoup, Moustapha. D'accord, je vous remercie. Alors, pour le GIAC agroalimentaire, il a été créé en 2002, bon, mais il a démarré en 2004. Alors, ce qu'on constate, c'est que depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, il y a une évolution de demande des entreprises en matière de formation. En 2004, c'était difficile de convaincre les entreprises de faire appel au GIAC pour réaliser des ingénieries de formation et des diagnostics stratégiques. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? Quelle était cette réticence qui vient des entreprises d'investir en formation? Alors, la réticence, bon, il y en a plusieurs, mais ce qui est la plus avancée, c'est que bon, quand on forme une personne, après, il va partir ailleurs. D'accord. Donc c'est la prédisposée pour voilà. Quitter l'entreprise. Maintenant, le secteur agroalimentaire est un secteur dont une grande partie est destinée vers l'export. C'est un secteur qui est lié à la santé du consommateur et avec la mise en place de l'ONSA. Donc il y a de la pression sur les entreprises pour maîtriser les risques d'hygiène et de salubrité. Et donc ça nécessite de former le personnel et de le sensibiliser sur ce problème. Donc ce qui pousse les entreprises de plus en plus à faire des formations. Donc, à date d'aujourd'hui, on a presque 600 entreprises qui ont adhéré à notre GIAC. Donc, c'est des entreprises qui emploient près de 100 000 salariés. 100 000 Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en dessous, on n'a pas assez de demande d'entreprises pour se former, en fait. Pardon? En termes de taille. Donc, c'est plus les grandes entreprises Non, il y a de tous les tailles. Ces dernières années, on a de plus en plus de petites entreprises à 10, 20, 30 salariés. Voilà, donc, et en termes de demande de financement, donc, on est passé de 80 demandes en 2013 à aujourd'hui 250 demandes de financement, dont 150 ingénieries de formation. Et pour l'année 2017, les ingénieries de formation qui sont approuvées par notre GIAC prévoyaient de réaliser presque 11 000 journées de formation. Et ils en ont réalisé presque 8 000. Donc on voit qu'aujourd'hui, la problématique de la formation est devenue une préoccupation de plus en plus des entreprises de notre secteur. Donc voilà, sinon... Donc on constate qu'il y a une évolution, donc, voilà, en termes de volume. Maintenant, il y a également le projet de la loi sur la formation continue qui oblige les entreprises à former les salariés, et notamment minimum 2 à 3 jours par an. Donc ça également, ça va donner... ça va obliger les entreprises à faire de la formation un axe stratégique du développement. Merci beaucoup, Moustapha. On reviendra vers vous sur les sujets que vous avez cités. Il y a une demande qui est évolutive, réellement sur le plan qualitatif, et là, je voudrais votre réaction par la suite. Est-ce que cette évolution s'accompagne réellement de pertinence et d'innovation au niveau des entreprises? J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est Nordine Bouhabit qui est... vous êtes directeur des ressources humaines d'un grand acteur, qui est les domaines agricoles. Donc, je voudrais d'abord, merci d'être avec nous.
Votre réaction à chaud par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la problématique, et comment les domaines donc, accompagnent cette évolution de marché en termes de performance, comment vous résolvez la problématique de la formation et son adéquation par rapport à votre capital humain? D'accord. Je vais commencer quand même par une première remarque. Moi, je ne vais pas utiliser le mot problématique. Je vais être positif. Aujourd'hui, la formation, c'est une opportunité. C'est un investissement, comme a dit Asma. C'est vrai, on a quelques difficultés, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui au niveau des domaines, le jour où on leur parle de la formation, ils ne se posent même pas la question de la disponibilité du temps, du budget, etc. Ils foncent tout de suite parce qu'ils savent que c'est un investissement et qu'on va avoir une valeur ajoutée rapidement sur les process, sur le fonctionnement de l'entreprise, etc. Néanmoins, quand même, je sais qu'il y a des contraintes. Il n'y a pas une vraie problématique, mais il y a des contraintes. Et donc, il faut positiver la chose. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, je pense si Hicham et Asma, ils m'ont facilité un petit peu la tâche. Hicham, ils ont travaillé pour vous, alors. Ah, marhaba. Marhaba. Hicham a parlé d'une stratégie nationale. Il a parlé aussi d'une vision de CUGM. Il a un petit peu planté le décor, mais d'une façon très macro et à partir d'une stratégie nationale. Asma, il a parlé au nom de l'entreprise, d'une grande entreprise qui est le Sur Cristal, de la stratégie de l'entreprise et de la vision et comment on peut concrétiser des choses en phase avec la stratégie de l'entreprise. Moi, je vais descendre un peu en bas. Je vais attaquer une unité de production ou bien une exploitation agricole pour voir comment on peut mettre tout ça en place. Alors aujourd'hui, si on commence à poser les contraintes budgétaires, les contraintes de choisir l'organisme de formation, etc., on va se perdre. Donc il faut qu'on fonce. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Asma a partagé avec nous l'expérience de l'académie. On a créé une académie aussi pour les métiers. Et on s'est dit, par quoi on va commencer? Et là, je rejoins ce qui a été dit par Hicham. Il faut commencer par définir l'attente. Qu'est-ce qu'on attend de la formation? Quelle formation on va proposer aux gens, aux femmes et aux hommes qui travaillent dans l'entreprise? Et donc ça, c'est la partie la plus importante. Ça rejoint un petit peu l'ingénierie de la formation et aller droit dans les vrais besoins et quelles sont les attentes qui vont nous permettre de résoudre des problématiques beaucoup plus stratégiques de l'entreprise. À partir de là, est-ce qu'on va faire des formations spot ou bien on va proposer des programmes de formation? Donc, je peux venir aujourd'hui proposer une formation sur la gestion de production sur 3 jours avec un expert international et puis voilà, on fait notre évaluation et on part. Non. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus parler d'un programme de formation sur 12 mois, sur 18 mois, sur 24 mois, avec un fil conducteur et une continuité, avec des étapes en termes d'évaluation, de certification, et pourquoi pas, ça pourrait être effectivement une étape importante dans la gestion de carrière de la personne. L'autre volet qui est très important, la formation ne doit pas présenter plus de 20%. Si j'attaque une compétence clé, 20% c'est la formation, et 80% c'est la pratique terrain. Ce que je vais apprendre dans une salle, je vais être coaché pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois par un coach, c'est-à-dire mon responsable direct ou un expert métier. Mais après, le plus important pour pouvoir profiter de cette formation, c'est de la mettre en exécution et d'appliquer ce qu'on a appris dans une salle de cours ou bien une salle de formation. Avec bien sûr l'approche d'évaluation continue. On est arrivé à quel stade? Je suis au niveau 2, je dois passer au niveau 3, puis au niveau 4, etc. Maintenant, ce qu'on a lancé au niveau de l'académie pour être très concret au niveau du terrain, je parle de l'agricole et de l'agroalimentaire, c'est premièrement identifier les grands programmes qui vont accompagner la stratégie de l'entreprise. Deuxièmement, identifier les populations cibles et essayer un petit peu de voir leur niveau de compétence pour avoir des groupes homogènes. Et troisièmement, travailler sur les grands axes de formation. Là aussi, je vais utiliser un chiffre de 80%, c'est les métiers. Lorsque je parle de métiers, c'est les métiers techniques, c'est les métiers production, c'est la maintenance des équipements, c'est le commercial, c'est le supply chain, etc. Ça doit représenter dans une académie, je pense que Asma, il doit être d'accord avec moi, ça doit représenter 80% des actions de l'académie. Les 20% qui restent, il y a une partie
liées au digital. Aujourd'hui, on est obligé quand même d'avoir un axe de formation spécial sur le digital qui s'impose sur l'ensemble des métiers, et la production, et le commercial, et le marketing, etc. Il y a le volet, je dirais, attitude. Je peux apprendre un métier, mais est-ce que demain, je suis capable de le mettre en exécution et d'avoir la bonne attitude? Je donne un exemple très simple. Un technicien de maintenance, on le forme avec un constructeur d'équipement pendant 1 mois, 2 mois, ok. Il va commencer à mettre en exergue ce qu'il a appris avec l'expert. Est-ce qu'il est capable, à la fin de son intervention sur la machine, de remettre l'ensemble des carters de l'équipement à leur place et de passer un coup de chiffon? C'est très important. Parce que l'équipement, avant de l'ouvrir, il n'y avait pas la graisse, les huiles, etc. Mais après avoir fait l'intervention sur la machine, la moindre des choses, c'est de le rendre à son état initial. Il fonctionne, oui, mais il doit aussi être, je dirais, bien entretenu par le technicien de maintenance. C'est sa machine avant tout. Et donc là, on axe aussi des actions sur l'attitude terrain et sur les interactions, bien sûr, entre les collègues, etc. Le dernier volet, je dirais, c'est le premier volet. Il y a aussi des formations sur le développement personnel, sur la stratégie, qui permettent à lier la gestion des compétences à la stratégie de l'entreprise et aux indicateurs clés de l'entreprise. Merci Nordine. Je récapitule, là, sincèrement, parce que de l'autre côté, on vient de me signaler que je n'ai pas assez de temps pour que nous puissions enrichir le débat. Donc, d'accord. Je retiens que la formation fait partie d'une vision, d'une stratégie d'entreprise, qu'on ne peut pas la décorréler par rapport à l'ensemble d'exigences internes, externes, etc. Et je voulais juste attirer votre attention, parce que j'ai une indication sous les yeux. Vous avez parlé de digitalisation. Effectivement, 47% des emplois seront impactés par la digitalisation. C'est ce qui a amené certaines entreprises à prévoir, à anticiper ce qu'on appelle la transformation digitale. Alors, Hicham Zouanet, je vais vous interpeller cette fois-ci en tant que directeur d'une commission nationale à travers la CGEM, le ressenti du secteur agroalimentaire par rapport à l'offre de formation. Parce qu'on parle d'écosystème, est-ce que réellement les acteurs concernés apportent aux entreprises la réponse adéquate, c'est-à-dire une offre convenable qui puisse les accompagner pour gagner plus de parts de marché, être compétitif et agile? En toute sincérité, que pense le secteur des formations qu'on lui propose sur le marché? Je vais essayer de revenir à une forme de clusterisation que Benabid a essayé de montrer sur les différents clusters de formation des besoins, des choses liées au métier. Pourquoi? Parce qu'on convainc facilement d'avoir des budgets pour des formations métiers, parce que Back to Basics, c'est là où il y a le plus d'impact sur la productivité. Donc, elle se finance elle-même. Deuxième cluster, c'est le cluster, tout ce qui est transversal et managérial. Troisième cluster, c'est tout ce qui est développement personnel. Et quatrième cluster, c'est tout ce qu'on ne connaît pas encore, et dont le digital constitue une bonne part, c'est-à-dire quels sont les métiers de demain, quelle est l'évolution technologique, à quoi on doit se préparer. Pour le premier cluster, et là j'ai vécu dans plusieurs entreprises et à chaque fois, j'ai trouvé que ce sont les investisseurs, les bailleurs d'équipements qui continuent à résister, à transférer de la formation. Et je peux vous dire, sur toutes les techniques d'embouteillage, et que ce soit sur des machines Arcil, que ce soit des machines Combi-Bloc, que ce soit sur les automatismes, les formations sur du Step 1 jusqu'à Step 5, tout ça reste encore très faible dans l'offre marocaine. C'est crucial, dans le sens où on parle de compétitivité et Et d'innovation. ça coûte énormément d'argent, et on rechine encore à faire du transfert. Et ça, c'est le rôle des acteurs de la formation pour aller ramener des choses. Au sein de la CGEM, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction avec ces acteurs? Parce qu'il y a le public et le privé d'un côté. Est-ce qu'il n'y a pas des interactions? Je vais juste continuer et je vais vous dire un petit peu le rôle de la CGEM là. Deuxième cluster, qui est malheureusement à l'opposé de ça, c'est tout ce qui est transversal, managérial et même de développement. Là, on passe d'une offre qui est très faible à une pléthore de formations où le client, il peine à différencier entre le bon, le moins bon et l'excellent. À quoi c'est-à-dire, c'est dû à quoi? C'est encore dû à 2-3 éléments. Peu d'entreprises utilisent des référentiels compétences pour voir qu'est-ce qu'il faut et comment réagir. Et peu d'entreprises commencent à utiliser surtout l'évaluation, qui est à froid, pas à chaud,
pas évaluer un petit peu la salle, la bouffe, etc. Mais l'évaluation à froid pour voir est-ce que ce qui a été prévu comme axe pédagogique a pu avoir... Et du coup, valeur d'aujourd'hui, il y a certaines excellentes offres, et ce n'est pas parce que le président est là que je vais le dire. Franchement, l'offre du centre de formation... Monsieur le Président, vous êtes ciblé. Là, je connais l'exigence des étrangers plus ou moins. Ce n'est pas automatiquement que du français, de l'allemand, etc. Mais puisque nous avons une offre beaucoup plus étoffée, qualitative, je peux vous dire que je suis beaucoup plus à l'aise. Je ne reçois pas de coup de fil après une formation avec le centre de formation. Parce que je sais qu'il y a une exigence en amont qui a été faite pour filtrer ça. Et ce genre d'opérateurs, ils sont rares. Et encore une fois, pour bien ne pas se tromper et ne pas recevoir des coups sur lesquels il faut donner plus de temps pour préparer une formation et la mettre avec les opérationnels pour la customiser et la mettre sur mesure et avoir beaucoup de screening concernant les CV des animateurs. C'est un travail en plus d'un responsable de formation. Si les opérateurs de formation, il y avait une forme de labellisation qui pouvait distinguer les bons, les moins bons et les excellents. Vous m'amenez sur un débat qui est intéressant, parce qu'en fait, on ne part pas de formations qui sont génériques et généricables à toutes les entreprises. Il faut aller vers ce qu'on appelle l'ADN de l'entreprise et proposer des offres qui s'adaptent. Et épouser la culture et les contraintes de l'entreprise. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter n'importe quelle formation pour qu'elle donne le même résultat au niveau de différentes entreprises. C'est ce qu'on dit dans nos échanges, de l'ADN de l'entreprise pour faire quelque chose de spécifique, parce que chaque entreprise a sa vision, ses valeurs, etc. Une interpellation pour le GIAC. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Au-delà de l'ingénierie, quel est votre accompagnement personnalisé vis-à-vis des entreprises du secteur? Oui, je voudrais juste, par rapport à la qualité des formations, c'est le plus grand problème actuel parce qu'on n'a pas mis en place ici au Maroc un système qui permet d'évaluer les formations réalisées par les formateurs. Normalement, l'impact de la formation, c'est un investissement. Il faut le présenter comme ça. On forme une personne, c'est pour acquérir une compétence. Et cette compétence va apporter ça à l'entreprise. Par exemple, si on forme des gens de la maintenance sur la maintenance préventive, c'est pour réduire le nombre de pannes. Donc, on a un objectif, réduire le nombre de pannes de 100 pannes par an à 60. Donc, les 40 pannes, c'est du gain pour l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'il faut présenter la deuxième, une fois. Donc, ça, c'est la pertinence. Est-ce que l'entreprise a réellement besoin de cette formation? Donc, ça, c'est la première. La deuxième, donc, on a bien identifié, l'entreprise a besoin de cette compétence et la formation, elle est pertinente. Maintenant, la personne est formée. Est-ce qu'elle est bien formée? Est-ce qu'elle a acquis les connaissances et le savoir qui sont escomptés de la formation? Une fois on a ça, il reste le transfert. Est-ce que ce qu'il a appris, est-ce qu'il le met en place? Et donc, si on a ces trois éléments, on aura l'impact sur l'entreprise. Et si on présente ça au chef d'entreprise, il va adhérer beaucoup plus à la formation. Maintenant, comment faire au Maroc pour qu'on ait une évaluation des formateurs qui sont pléthoriques et qui viennent de différents secteurs, mais pour les responsables RH, etc., c'est difficile de choisir entre ce formateur et un autre tant qu'on n'a pas un élément pertinent d'évaluation. Merci, Sim Mustafa. Je pense que votre intervention a suscité beaucoup de réactions, notamment celle de Hicham. Allez-y, c'est Hicham. Je voudrais surtout vous répondre également sur le rôle de la CGM, quel est notre ressenti. Ah bah, ce n'était pas une question, hein, c'est vous qui glissez dedans. C'est juste vous interpeller à travers votre fonction. Mais je ne voulais pas qu'on cite la CGM. Donc ça, non. Je représente la commission emploi et j'ai le ressenti parce qu'on travaille de concert avec la commission formation et RH de la CGM. Je peux vous dire que le ressenti, c'est un dépit et une frustration par rapport à une double contrainte qui est l'offre et le coût de la formation. Juste une chose, Nordine a plus ou moins nous a incité à ne pas parler de problématiques et
pas de frustration, donc reste positif, justement, tempérant, parce que pour ne pas vexer les domaines avec nous aujourd'hui. Je vais être pragmatique, réaliste et terrain. Pourquoi? C'est facile de dire que la formation, c'est un investissement, et ça veut dire qu'on va faire couler la machine. C'est parce que c'est un investissement qu'il y a un payback. C'est parce qu'il y a un investissement qu'il faut dire qu'est-ce qu'on reçoit. On ne peut pas parler de la formation sans parler de la gouvernance de la formation. Il y a 15 ans, ou bien même plus, il y a eu l'idée, l'excellente idée d'aller créer de l'ingénierie et de la formation, un outil de planification et d'excellence pour la formation. Et l'idée était bonne, et je remercie d'ailleurs nos amis du GIAC. Je pratique ce GIAC-là, et je suis vraiment très satisfait aussi bien de la monter là-bas. Mais l'idée, c'était, on ne peut pas payer 1,6% de la masse salariale. Je vous rappelle que les coûts de les charges sociales au Maroc, c'est 22,5%. C'est énorme. Et des patrons vous disent que je n'ai aucun retour sur investissement. Alors d'aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre, qui va essayer de redynamiser, que ce soit la gouvernance, mais on est beaucoup plus également pour l'obligation de la formation. Parce que si on se fie qu'aux patrons, il y a des patrons qui ne font que compter, et c'est leur mission également. J'espère qu'on va les faire réagir. Il y a des patrons avec nous aujourd'hui par rapport à ce que tu as dit. Asma, je crois qu'une réaction aussi par rapport à ce qui a été dit. Merci Hicham, merci de la précision. Par rapport à ce qu'a dit Mustafa sur comment donner envie aux entreprises d'adhérer au GIAC et de faire de la formation un levier de développement RH, je pense qu'il n'y a pas de secret de polichinelle. Il suffit de montrer que c'est un retour sur un investissement qui est assuré, parce que comme c'est un investissement, forcément à terme, on a un moyen de fidéliser nos cadres, on a un moyen d'anticiper sur les besoins en termes de compétences, et surtout on a un moyen de donner un projet professionnel qui donne envie. Donc au fait, comme tout investissement, il faudrait faire un business case et voir où est-ce que le curseur on veut le mettre. Mais pour revenir à la question de Hicham, effectivement la taxe de la formation professionnelle au Maroc de 1,6%, et à partir d'un certain seuil de cotisation de 350 000 dirhams par an, l'entreprise est exemptée de faire une ingénierie de formation. Donc c'est là le revers de la médaille, parce que finalement l'ingénierie de formation est exigée pour les entreprises dans la TFP au-delà de 350 000 dirhams, remboursée par le GIAC à hauteur de 80%. Tout ça, c'est pas suffisant en fait. Le message, c'est pas une question de moyens, c'est pas question de coûts, c'est question d'envie, c'est question de rationnel derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est plus un choix. On est obligé de passer par la formation pour développer certaines compétences, comme a dit Nordine, qui ne sont pas forcément des compétences techniques, mais c'est des compétences comportementales. Chaque entreprise, elle a son ADN et elle a d'abord ses valeurs. Les valeurs, c'est le socle commun qu'on doit avoir pour servir le projet d'entreprise. Donc autant sur l'offre technique, il n'y a pas d'offre aujourd'hui spécifique ni efficiente, parce qu'il faut, comme a dit Hicham, investir beaucoup de temps et d'énergie pour screener, identifier des partenaires potentiels pour la formation. Mais autant sur la formation, développement personnel, il y en a. Donc il faudrait déjà commencer par identifier des formateurs internes qui sont des ambassadeurs internes qui vont pouvoir relier l'envie de servir l'entreprise, l'envie d'investir dans la formation et surtout de donner du sens à l'action qu'on mène. Si on ne donne pas de sens, on ne peut pas fédérer, on ne peut pas convaincre et on ne peut pas faire de la formation. Il faudrait que tout le monde perçoive aujourd'hui la formation comme une opportunité, comme vraiment une réelle complément de salaire que donne l'entreprise à ses salariés. Parce que déjà avec l'OFPPT, il faut attendre 5 ans à 10 ans pour se faire rembourser. Donc, ce n'est pas forcément un argumentaire économique. Malheureusement, ils ont été invités, ils ne font pas partie de notre panel. Hein, bon, j'aurais bien aimé que l'OFPPT soit avec nous, mais ils ont décliné à la dernière minute. Je suis vraiment navré. En fait, conclusion, pour moi, la formation, c'est d'abord une question de mentalité, de mindset. Il faudrait s'investir dans une logique. Pour faire de la formation, il faudrait déjà convaincre le top management, le DG de l'entreprise, que la formation, c'est une affaire de PIS, en fait. Je schématise PIS, c'est quoi? Je peux faire, j'ai intérêt à faire, je sais faire et je donne envie de faire. Donc, une fois qu'on répond à ces 4 questions, on est sûr qu'on a embarqué avec nous la caravane de la formation qui est vraiment un voyage, ce n'est pas une destination. Il faut avoir du souffle, il faut donner du sens, il faut donner des balises et surtout donner de l'horizon pour que les gens puissent être embarqués par cette action. Et surtout, aujourd'hui, ce qui me fait mal au cœur, moi, c'est quand on investit dans la formation, on n'a pas réellement au Maroc, comme en France, le contrat de débit formation. En France, quand on fait une formation coûteuse, on signe un contrat de débit formation. Si la personne nous quitte avant 3 ans, elle nous rembourse une partie d'investissement. Au Maroc, ça n'existe pas.
vous me corrigez, Hicham, tu as plus de vécu que moi, ça n'existe pas et malheureusement, ça devient à la discrétion du manager, du top manager, d'investir et de prendre le risque d'investir dans un potentiel, dans un capital humain qui, avec aujourd'hui la volatilité qu'on connaît, on n'est pas à l'abri de surprises. Donc, merci d'insister sur le fait que la formation est un investissement, certes, mais il faudrait arriver à une maturité pour respecter que l'investissement, il faut qu'il mature pour qu'il puisse arriver à un retour sur investissement. On n'arrête pas de m'alerter que j'ai passé le temps qu'il faut nécessaire, mais Nordine, juste pour réagir rapidement, mais en deux mots, surtout quelque chose qui m'a interpellé, je voudrais peut-être que dialoguer avec la salle là-dessus. Former implique pour certains patrons un départ pour le collaborateur ou le salarié, parce que beaucoup d'entreprises ont peur d'investir en formation pour éviter aux collaborateurs de partir. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Nordine, le mot de la fin, rapidement, et on change les rôles. C'est la salle qui va parler et nous on répondra aux questions. Moi, je reste toujours sur le positif. Moi, j'ai remarqué un changement d'attitude de la part du décideur. Le décideur, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on parlait budget de formation, c'est trop cher, qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Aujourd'hui, moi, je parle de mon expérience. Vous ne parlez pas des domaines, là? Non, je parle même d'autres entreprises où je suis passé, notamment dans l'industrie électronique et automobile. Il y a ce changement d'attitude aujourd'hui parce qu'on doit être compétitif. Aujourd'hui, le patron, c'est lui qui vient voir le DRH pour lui dire « il me faut un plan d'action béton » parce qu'on doit se différencier. Hicham a parlé de productivité, il n'y a pas de mystère. Un technicien ou un ingénieur sorti d'école, il ne va pas être productif si on n'injecte pas un plan de formation continue sur ce qu'il va faire, sur la connaissance de son équipement, sur la connaissance de son process, sur les attentes de son client, sur les systèmes de vente des vendeurs qui sont censés faire la vente. Et aujourd'hui, on se différencie par des indicateurs, par des KPIs, effectivement, qui sont déployés du patron vers les acteurs de l'entreprise. Si on n'a pas un plan de formation béton monté en interne et réfléchi avec les acteurs en interne, on ne va pas y arriver et on ne va pas se différencier. Et un point de productivité, ça peut changer beaucoup de choses dans la stratégie de l'entreprise. La même chose pour la qualité, la même chose pour les aspects commerciaux, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est ce changement d'attitude nous pousse parfois à oublier effectivement ces retards de 5 ans, 10 ans. D'ailleurs, moi, je ne suis pas éligible au remboursement. Mais bon, mon patron n'a jamais parlé des 1,6%. Il te dit, il me faut un plan qui correspond à ce qu'on attend de la formation pour mettre à niveau les compétences et pour avoir une valeur ajoutée. Et là, il peut foncer sur le budget. Donc, ce changement d'attitude est très important et pour les acteurs, et pour l'entreprise, et pour, bien sûr, les employés eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on met le doigt sur l'importance de la formation sur les résultats de l'entreprise, sur la gestion de carrière de la personne elle-même, et sur la valeur ajoutée qu'on peut ajouter sur un process ou sur un équipement. Merci Nordine. J'espère que la salle a été séduite par vos interventions. Je pense qu'elle a été interpellée. Je vois déjà des doigts qui se lèvent. Si c'est dit, je vous laisse... Voilà, je prends le lead. Bravo Mounir d'avoir géré de main de maître un panel de haute facture qui mérite nos applaudissements parce que véritablement, nous avons là un certain nombre d'éléments pour éviter le terme problématique. La compétence, la gestion du capital humain, le processus de réflexion, l'ingénierie de formation, ce processus adéquation ou inadéquation formation-emploi. La parole est à vous pour rester un petit peu dans ce process. Et j'en ai un et j'en ai deux. Je ne sortirai de cette salle que quand il y aura 5. Et de 3. Et de 4. Une dame. Magnifique. On va commencer par les dames pour essayer. Toujours nom, prénom et l'institution que vous représentez. Vous souhaitez un micro? Monsieur s'est accaparé le premier micro. On va être gentil et sympathique. Nous sommes mercredi. C'est la journée des femmes. Donc on va le donner aux femmes. Ça ne vous dérange pas? Super. Magnifique. Madame. Merci beaucoup. Alors, je tiens d'abord à remercier les intervenants parce que Ismun wa musamma. Pardon. Hanan Tcharaoui, je suis HR manager en fait dans une société qui n'a rien à voir avec le secteur agroalimentaire, mais je suis dans le IT, donc tout ce qui est digital et autres. Et en fait, je tiens d'abord à remercier les intervenants parce que l'échange était très riche et d'un niveau qui est vraiment important.
Moi, je souhaite juste souligner un point qu'on a peut-être omis ou qu'on n'a pas, en tout cas, évoqué lors de l'échange, c'est l'implication des managers opérationnels. C'est un élément qui est très important. On peut essayer, on peut ramener les meilleurs prestataires, les meilleurs intervenants, on peut faire la meilleure sélection. Si une réunion de cadrage est ratée à cause d'un manager qui n'est pas impliqué ou qui n'accorde pas de l'importance, un manager opérationnel, bien évidemment, on ne peut jamais réussir l'action de la formation. De un, si les intervenants sont en salle de formation et qu'ils sont interpellés à chaque fois par leur cadre, par leur supérieur N+1 ou N+2 pour une problématique ou autre, ils ne peuvent pas, bien évidemment, en fait, profiter de cette formation pleinement. Donc, que ce soit RH, direction générale ou autre, la sensibilisation des managers opérationnels est un élément très important pour la réussite de la formation. Alors, c'est plus un constat qu'une question. Tout à fait. En fait, que faut-il faire pour mobiliser un peu plus les managers opérationnels, si je traduis? Moi, par exemple, HR manager, je travaille main dans la main avec les managers opérationnels. Je leur dis que c'est de leur responsabilité également, que l'ingénierie de formation se fait au niveau du département RH, mais que ça dépend d'eux, c'est les résultats. Enfin, ça vient de chez eux et c'est pour eux, en quelque sorte. Merci pour votre contribution. Monsieur, on vous redonne la parole. Merci. Merci, madame. On va noter les 4 ou 5 questions, après on fait un tour de table. Merci. Si vous voulez bien, moi je ne vais pas être ni un pessimiste, ni un optimiste, mais un réaliste. Ismun wa musamma. Ism Bouzidi Ahmed. Et l'institution que vous représentez? C'est la société Stop Fire. Très heureux, bienvenue. Nous ne sommes pas dans l'agroalimentaire, mais nous sommes dans la sécurité, protection des biens et des personnes. Si vous permettez, à mon point de vue, si j'ai bien suivi les interventions, on remercie le panel, il y a un point pour moi, à mon point de vue, fondamental et transversal, c'est la question de la motivation, l'implication et les valeurs. Je crois que c'est des choses, c'est le socle. On ne peut pas bâtir un immeuble sans avoir les fondations. Et il faut dire une réalité, sur ce côté-là, nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut être très... Et je me limite à une anecdote. Il y a M. Driss Aberkan, le neuropsychiatre, le neuroergonome, qui a cité, il paraît qu'il y a un marchand d'escargots. Et le marchand, il avait 2 marmites. Alors, il y avait une marmite sur laquelle il y a l'escargot à l'intérieur et il y a le couvercle. Et l'autre marmite, elle était ouverte. Alors, il y a quelqu'un qui vient lui demander, mais monsieur, vous avez les mêmes escargots, pourquoi ici il y a le couvercle et là non? Il a dit, mais non, monsieur, je ne vais pas citer le nom parce que Driss Aberkan, il a cité les noms des pays. Cette marmite où il y a le couvercle, les escargots viennent de tel pays. Si j'enlève le couvercle, les escargots vont se donner un travail en équipe, ils vont s'entraider pour sortir. Dans l'autre marmite, c'est un autre pays, et les escargots, celui qui veut monter, on va le faire descendre. On n'a pas besoin de couvercle. Je vous remercie. Merci pour l'anecdote, merci pour la marmite. Je vous invite tout à l'heure à une marmite d'escargot, d'ailleurs, vers le coup de 13 h. Donc, chez vous, problème de motivation, problème d'encouragement fondamental, c'est une question que l'on peut se poser. Superbe. Avant la formation. Mais la formation peut contribuer à motiver le moral des troupes. Madame, Monsieur Nabil Hilali, que nous remercions d'avoir été partie prenante tout à l'heure dans la conférence sur le RD. Merci, oui. Mohamed. Merci donc aux différents intervenants. Donc, Nabil Hilali, senior consultant en accompagnement de l'innovation et professeur-chercheur. Alors, ce n'est pas une question, je voudrais juste proposer 2 idées. J'aimerais beaucoup donc avoir la réaction du panel là-dessus. Alors, la première idée, donc on s'aperçoit donc de plus en plus que le savoir, n'importe quel type de savoir aujourd'hui, devient obsolète à très court terme. Si on le voit même quand on prend une casquette universitaire, on se rend à une conférence internationale sur un sujet particulier, et on voit déjà que dans l'année, il y a un pourcentage d'informations qui est obsolète, qui existe encore en l'état de formation dans les organisations, dans les entreprises. Donc la question, voilà, comment gérer justement cette obsolescence des savoirs. La deuxième idée, elle concerne donc le fait, je dirais, d'apprendre. Donc apprendre en soi,
parfois même dans des formations interentreprises ou même avec des étudiants, est relativement facile. Je dirais communiquer une nouvelle idée, communiquer un nouveau paradigme, communiquer un nouveau questionnement, une nouvelle façon de penser, un nouveau système managérial, une nouvelle idée, un nouveau paradigme, une nouvelle matrice. En revanche, ce qui est très compliqué, ce qui est très complexe, c'est le processus de désapprentissage. Et là, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas pris en considération. Parce que quand un manager, on va dire, à qui, par exemple, on va communiquer de nouvelles solutions donc inhérentes au Solving Problem Process, eh bien, il a 50 ans, il a passé sa vie à résoudre donc, des problèmes donc complexes. Vous arrivez avec une nouvelle solution Solving Innovation Process, eh bien, si les mécanismes n'ont pas été injectés donc, en amont, à savoir comment désapprendre, qui ne veut pas dire oublier, c'est un petit peu comme apprendre à Londres à conduire donc, sa voiture à droite plutôt à gauche. Je n'oublie pas donc, la conduite à gauche, mais j'apprends à conduire donc, à droite et pouvoir mobiliser donc, ces nouveaux apprentissages. Alors, comment désapprendre et comment gérer l'obsolescence donc, du savoir dans les organisations? Merci Nabil. Avec la permission de l'audience, je vais venir vers vous. Je vais quand même suggérer à Mounir peut-être la première volée de questions. Et après, on ira vers la deuxième volée. Si ça ne vous dérange absolument pas, c'est juste pour pouvoir répondre convenablement. On y va? Messieurs, dames, à vous la parole par rapport à l'obsolescence du savoir, par rapport à la motivation et par rapport à l'engagement des managers opérationnels. Quelles sont les best practices que nous pouvons faire et quel est le processus véritable, efficace et efficient? D'accord, je commence par la troisième intervention. L'obsolescence du savoir. Sur le savoir. Le savoir est obsolète, c'est un peu fort quand même. Le savoir, il reste, mais il faut le cultiver. Il faut à chaque fois, d'où l'importance de la formation continue. On apprend des choses dans les amphis, on commence notre carrière et on apprend, on continue. Et automatiquement, on a tendance parfois à désapprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est là où j'ai insisté tout à l'heure sur l'aspect attitude, parce que parfois, il y a des gens qui résistent au changement. Même si on ramène une nouvelle technique, mais il va vous dire, ça fait 20 ans que je travaille de la même manière et ça marche. Aujourd'hui, vous me ramenez une nouvelle méthode, pourquoi? Je ne suis pas prêt. Et donc, l'astuce, la technique qu'il faut utiliser, c'est d'impliquer les gens. Et ça rejoint un petit peu l'intervention de madame. La meilleure manière d'avoir un plan de formation efficace ou bien une action de formation efficace vis-à-vis des opérationnels, c'est de les impliquer au départ. La définition des besoins, il faut impliquer le manager, il faut lui dire c'est quoi la problématique, qu'est-ce que vous proposez, et il est partie prenante dans le choix même de l'entreprise qui va faire la formation. Sinon, si on lui impose quelque chose, c'est la DRH, on vous ramène et le formateur et la thématique, etc. Parfois, moi je vise le nord et on ramène vers le sud. Et c'est lié. Et donc, la meilleure manière pour désapprendre et peut-être réapprendre après, c'est d'impliquer la personne. Ce n'est pas une chose facile. Hein. La résistance au changement, c'est l'une des problématiques de l'entreprise aujourd'hui. Et ça se comprend, parce qu'il va vous dire, ça a toujours marché comme ça, pourquoi je vais utiliser une nouvelle méthode? Mais vous avez mis le doigt effectivement sur l'importance aujourd'hui d'être au moins conscient qu'il y a des techniques qui changent, qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent et qu'il faut les exploiter, il faut les mettre en expérience et il faut les adopter. Le meilleur exemple, c'est le secteur de la médecine. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a plein de congrès au niveau national et au niveau international. Et un médecin qui n'est pas à jour, il va rater un petit peu des opportunités très intéressantes pour mettre à niveau un petit peu ce qu'il sait déjà. Ça ne veut pas dire que son savoir est obsolète. Loin de là. Je termine par une petite remarque sur la motivation. Deux choses. Il y a des gens aujourd'hui au niveau de l'entreprise qui te disent la formation, c'est l'un des leviers de la motivation pour moi. Le jour où vous allez me proposer une formation, je vais être motivé. Et il y a aussi une autre population qui va vous dire je dois être motivé avant de me mettre dans un cycle de formation. Motivation matérielle ou immatérielle. À quoi ça sert de me proposer un plan de formation alors que moi, aujourd'hui, j'ai la compétence pour occuper un nouveau poste, etc., etc. Et donc, la motivation, elle est importante. Il faut savoir un petit peu la mettre. Où est-ce qu'on va mettre le curseur de la motivation vis-à-vis de l'apprenant? Est-ce qu'on le motive pour être formé? Ou bien
on va le former suite à une motivation antérieure. Et là, je parle beaucoup plus des programmes. Je suis sûr que Asma, il a des programmes similaires, par exemple, d'accompagnement d'agents de maîtrise ou de techniciens pour un passage cadre, ou un cadre pour un passage manager. Et auquel cas, à travers un plan, on lui donne un plan de formation qui va lui servir pour son plan de carrière. Et ça, c'est une motivation en soi. Merci Nordine Bouhabid de cette contribution. Hicham Zouanet, avant de céder la parole à Asma. Je vais répondre successivement à la première question de Hanan. Je crois que le premier conseil que j'ai donné, c'est d'aller customiser avec les opérationnels des actions de formation. S'il y a un seul conseil que je dirais encore une fois, je vais le répéter, c'est le sur-mesure par rapport au prêt-à-porter. Et ça, ce n'est pas les RH des équipes au siège qui vont le faire, ce sont les opérationnels qui, lorsqu'il y a un séminaire sur le contrôle de gestion industrielle, ils vont utiliser les problématiques industrielles, les différentes structures de coûts de l'énergie, etc. Et ils vont le customiser avec des incoterms. Donc rien vous ne pouvez faire sans les opérationnels. Mieux encore, je crois qu'on doit dépasser toute la problématique RH entre le siège et les opérationnels. Désormais, les organisations en HR Business Partner, on ne fait plus rien sur le métier. J'ai délégué définitivement la formation métier à mon HR Business opérationnel qui est sur le terrain avec les directeurs d'usine. Et une partie du budget lié au métier, il doit être piloté par lui. Il y a néanmoins une certaine coopération le plus en amont pour choisir les opérateurs, etc. Mais dès qu'on a figé les budgets et les opérateurs, il doit dérouler lui-même et ce n'est pas l'affaire des RH du siège. Pour la deuxième question sur l'obsolescence et le savoir, je crois qu'on est d'accord avec toute la révolution numérique sur laquelle qu'on est en train de vivre. Les organismes d'enseignement supérieur et de formation doivent commencer à mettre des DP, des dates de péremption sur les diplômes. Même si ils ne le font pas, on le sent. Avec ça, certaines entreprises ont fait un autre choix. Je vous donne l'exemple de P&G. D'abord, tous les recrutements sont des fresh graduates, c'est-à-dire des jeunes lauréats qui n'ont jamais été déformés par quelqu'un d'autre. Deuxième chose, soit il évolue, soit il sort. Up or out. Donc, s'il est obsolète par rapport à un système, il va sortir. S'il est bon, il va continuer. On ne va pas transporter avec nous, une ressource qui soit démotivée, soit ne correspond pas, soit avec un savoir obsolète par rapport à ce qu'on a. Mais sur quoi je veux insister beaucoup plus, Benabid tout à l'heure a parlé de plus ou moins quelques pourcentages qu'il faut consacrer au budget de la formation en métier, et il a parlé de 80%. Ceci découle d'un principe qui est celui de ce qu'on appelle le principe de Charles Jenin. Charles Jenin repense la formation en disant qu'on ne peut plus former comme avant, c'est-à-dire avec des classrooms classiques. Mais 70% de la formation doit être on the job. Et ça ne veut pas dire uniquement avec l'opérationnel. Non, avec l'organisme de formation, mais sur le terrain. 20% doit être avec les autres. Que ce soit via des benchmarks, via des visites organisées par les fournisseurs, via le e-learning, etc. Et seulement 10% peuvent rester sous forme de classroom. Et avec ça, le processus comment vous l'avez appelé, de désapprentissage doit être intimement lié à la méthodologie d'apprentissage. Ils ne sont pas séquentiels. On ne va pas dire, viens, je vais vous désapprendre et je vais vous mettre de l'apprentissage, mais il doit être une des techniques d'apprentissage, comment enlever ce qui n'est plus propre ou bien ce qui est obsolète par rapport. Un dernier mot sur la motivation. Vous avez bien mis l'accent sur la motivation avant formation, et c'est vrai, c'est un gros sujet. Bon, ce n'est pas l'ordre du jour maintenant, mais je vais vous parler d'un sujet de motivation lié à la formation. Il se trouve parfois que les gens ne sont pas ouverts à la formation. Quand est-ce? Il y a en général 2 moments dans l'année à réserver un salarié. Un moment pour son entretien annuel de performance sur les objectifs et un moment sur son plan de développement individuel.
souvent par manque de temps ou bien pour se concentrer sur autre chose, les managers souhaitent mettre les deux en même temps. Lorsqu'ils mettent ces deux entretiens en même temps, n'importe quelle remarque sur les compétences des salariés, elle est rejetée par l'intéressé parce qu'il a peur que ça pénalise sa prime. Mais dès que vous séparez ces deux moments, le premier sur les primes, il est évacué en décembre et en janvier, et l'autre, il est décalé en mai, la motivation pour l'apprentissage fait en sorte que le salarié, il acquiesce et accepte toutes les remarques sur son incompétence parce qu'il sait derrière qu'il a à la clé des propositions de formation qui vont l'aider. Merci Hicham, toujours aussi percutant, merci beaucoup. Asma Tzazi. Merci. Alors moi je voudrais juste résumer la réponse aux trois. Il y a un tronc commun qui est pour pouvoir avoir de la motivation, avoir des valeurs et éviter de tomber dans l'effet soufflé de toute action de formation, il faut que la RH ait une vie systémique. C'est-à-dire quoi? Une vie systémique, elle intègre la culture de l'entreprise avec la stratégie de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi en matière de formation? La formation, elle repose soit sur le comportement, soit sur la compétence. La compétence est liée au process, donc c'est toutes les formations métiers sur lesquelles on peut agir d'une manière autonome avec des experts métiers externes. Par contre, la partie comportementale, elle est plus liée à la personne. Et c'est là où la difficulté, il faut d'abord travailler sur l'envie, sur le sens, sur embarquer avant de commencer à faire la formation. Et toute entreprise, elle a sa propre culture, sa propre ADN. Il y a des cultures qui ont plus de 70 ans, comme les Sœurs Cristal, où la notion de formation continue n'est pas très ancrée. Pourquoi? Parce que déjà, harifia. Ils te disent, moi je suis harifi, pourquoi vous voulez aujourd'hui que je me convertisse dans le digital, dans l'automatisation, dans un certain nombre de leviers de modernisme? Par contre, s'il voit que pour lui, c'est un relais de croissance pour pouvoir demain devenir un formateur interne, et c'est là où ça devient intéressant, il faut donner du sens. Donc si on utilise un peu notre capital, compétence, même, on va dire, obsolète dont vous avez parlé tout à l'heure, pour l'utiliser, pour le transformer en opportunité comme levier. Donc la formation passe impérativement par une action sur les personnes, donc un travail de proximité de chaque manager, l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, pour que ça soit une réponse à un besoin et pas une obligation, une orientation de direction générale. La première des choses. La deuxième des choses, c'est important d'identifier des experts internes. Avant de ramener des experts externes, il faudrait valoriser la compétence qu'on a en interne, qui est souvent pas suffisamment valorisée. Et la troisième des choses qui est importante, il faut créer des rituels collectifs. Il faut commencer à célébrer. Toute petite action, il faut la célébrer. Si on a un expert automatisme ou un expert soufflage, plasturgie ou un expert maintenance, il faudrait le valoriser au maximum pour que les personnes voient qu'on non seulement on valorise l'expertise, la formation qu'on draine de l'extérieur, mais aussi dans l'entreprise et jouit, et qui pourrait être aujourd'hui vraiment un levier et un teasing pour recruter des personnes en matière de formation. Merci Asma. Mounir Ferram voudrait intervenir. Pardon, et après on passera à la deuxième série de questions. Désolé si c'était un point pour la formation. Juste pour donner un exemple. Au fait, la formation avant était perçue comme l'orchestre philharmonique. Il y a le chef d'orchestre et tout le monde suit à la baguette. Aujourd'hui, c'est plus dans une logique jazz band. Chacun il a une expertise dans sa machine et ils improvisent. Et c'est l'improvisation qui donne la beauté de l'action. Merci. Merci Madame Tzazi, merci beaucoup. Mounir. Difficile de parler après la passion que met Asma dans ses propos, mais je voulais juste reprendre un des termes forts qui a été cité, à savoir la dimension systémique d'un projet de formation. C'est-à-dire que pour éviter désactiver ce qu'on appelle les phénomènes de résistance culturelle au sein de l'entreprise, nous avons toujours procédé par ce qu'on appelle l'implication des apprenants, à travers ce qu'on appelle un échantillonnage, même lorsque nous rencontrons des directeurs ou des présidents de groupe qui nous sollicitent sur un projet de formation, nous nous interdisons de ne partir que de cette expression de besoin qui est formulée bien sûr par la direction de la présidence, mais nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les apprenants de manière à les impliquer, de manière aussi à cartographier non seulement leur existant pédagogique, mais aussi les potentialités qu'ils ont. Et c'est là, je voulais juste apporter cet éclairage, je rejoins tout à fait Asma, c'est un projet systémique et il faut que les appuis viennent non seulement de la direction, que ce soit des ressources humaines ou autres, mais aussi des populations qui sont cibles, de manière, comme je l'ai dit, à désactiver, à passionner et en faire un vrai projet de société. Donc voilà. Merci Mounir. On passe à la deuxième série de questions. Peut-être que je vais me limiter à 2 par rapport à une gestion du temps. J'ai cru comprendre, et monsieur, des fidèles à ces séries
Super. Monsieur, représentez-vous aux panélistes. Dadoun Driss, consultant. Bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt les intervenants. Et en fait, aujourd'hui, ça devient clair que ce sont les hommes qui font l'économie, ce n'est pas l'économie qui fait les hommes. Alors, le souci est un petit peu cité tout à l'heure par tous les intervenants. En fait, il y a les sociétés qui se plaignent de la qualité des produits des écoles, c'est-à-dire les compétences. Les lauréats qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas de travail. Et puis l'école qui se plaint qu'il n'y a pas de possibilité de stage pour les lauréats qui sortent. Ça, c'est un grand problème au Maroc. Donc, je pense, je ne vais pas faire la publicité à la CGEM, puisque c'est la plus puissante au Maroc, qui regroupe presque tous les secteurs. J'aurais aimé que la CGEM s'ouvre beaucoup plus sur l'université et sur les écoles. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que le produit n'est pas bon. Eh bien, écoutez, il faut intervenir, il faut proposer ce que vous voulez. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Monsieur, c'est de l'interpellation. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Ben, c'est la question que je voilà, pose. et pour qu'on puisse, sinon, on refait la conférence. Oui, non, c'est une question là. Oui. Est-ce que c'est possible de développer, la CGEM, de développer cette ouverture vers l'université, les universités et les écoles? Superbe. Deuxièmement, monsieur a parlé dans un premier temps, les sociétés marocaines se sont ouvertes sur l'international. Et il se trouve qu'on n'a pas pu répondre aux besoins ou la qualité des clients extérieurs. Et il y a eu un retour. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que le retour, on est retourné vers la formation pour pouvoir produire mieux et améliorer la production. Donc je pense, à mon avis, la question monsieur là, votre question, tout à l'heure, elle est pertinente. Vous avez dit pourquoi les industriels ne forment pas les jeunes de peur qu'ils partent. Vous avez raison. Parce qu'on doit apprendre à fidéliser. On doit apprendre à fidéliser le personnel. Merci. Si on fidélise, ça serait bien. Merci. On retiendra ce rapport université-CGEM. Je crois que Hicham Zouanet s'est interpellé. Je vais passer, comme vous êtes là-bas, donc on va donner le micro à monsieur et on finira avec vous. Merci. Bonjour, Badr Chachati, je suis du domaine de l'industrie des céréales, donc la meunerie précisément. Dans ce secteur-là, j'ai observé que la formation elle est quasiment absente, pour ne pas dire inexistante. Vous avez des chiffres? Non, je n'ai pas des chiffres malheureusement. Pas de constat? Oui, mais c'est un constat personnel. Ah voilà. Donc c'est un constat personnel. Donc vous dites que la formation n'existe pas dans votre secteur? Quasiment. Donc je parle de la formation continue. Donc, vous nous direz un peu plus, c'est Mustafa. Merci. Question? Oui, la question. Je pense que le travail qui doit se faire, c'est au niveau de la sensibilisation, sur les deux volets. Donc, la sensibilisation des patrons, donc des directeurs et dirigeants, mais aussi des récepteurs, des employés, des salariés, parce que souvent, on vient leur imposer des plans de formation auxquels ils n'adhèrent pas. Donc, ils ne savent pas pourquoi. Pour eux, c'est une charge dans le cadre de la qualité. Les seules formations qui coulent, on va dire, souvent dans le secteur, c'est dans le cadre de la qualification des entreprises pour obtenir des certifications ISO. Donc, mais pas dans l'objectif de former le personnel pour la personne en elle-même. Donc là, il faut peut-être aller plus. Le travail qui doit se faire, ou à mon avis, c'est une question aussi, au niveau de la sensibilisation, nous sommes où exactement? Merci. Merci beaucoup de votre intervention et on finira avec monsieur. Merci. Consultant international et également consultant auprès de la Chambre, si ma mémoire est bonne depuis hier. Très bien, bien retenu. Bravo. S'il vous plaît. Alors en fait, je ne vais pas véritablement poser de questions puisque je connais quasiment tous les panélistes en dehors de Hicham et on a eu l'occasion d'en discuter. Mais je voudrais revenir sur un point crucial. C'est celui des formateurs. Ouais.
quels formateurs, où les trouver et comment valider leur qualité, leur pertinence sur tel ou tel thème. Alors, je ne vais pas simplement faire un constat, je vais donner quelques pistes. Je pense qu'il faut renforcer, notamment au niveau de la FENAGRI, une commission éducation, une commission formation. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, ça existe et ça marche. C'est-à-dire que régulièrement, vous avez un groupe dans lequel il y a les universités, il y a un représentant de l'OFPPT, mais pas le directeur de la communication, hein, celui qui est en charge de la formation agroalimentaire. Et dans ces commissions, ça permet de faire évoluer des thèmes. Deuxième point important également, c'est l'ingénierie de formation. C'est extrêmement difficile, c'est très difficile. Il faut soi-même avoir été impliqué dans l'entreprise, avoir enseigné, etc., pour être capable de détecter en 1 heure ou 2 quelles seront les thématiques qui vont être pertinentes. Il y a tout un environnement, hein, et je partage totalement l'avis de Hicham. Très souvent, c'est plutôt du sur-mesure que du prêt-à-porter où on refile une thématique. Et vous le savez comme moi, les thématiques qui sont du soft, il y a pléthore d'offres. Pourquoi? Ben c'est facile. Vous avez besoin que d'une salle et d'un rétroprojecteur. Si vous voulez faire du hard, il faut beaucoup plus. Et pratiquement tous ceux qui ont tenté des opérations de formation dans le secteur privé en agroalimentaire ont coulé les uns après les autres. C'est la réalité. Bon. L'OFPPT, grand acteur qui est derrière nous, là aussi essayé de pénétrer à l'intérieur de l'OFPPT. Je pense que c'est plus facile de rentrer dans une prison au Maroc que de rentrer à l'OFPPT. Vous avez quelqu'un, il faut faire une lettre au directeur général. C'est incroyable. Comment voulez-vous qu'il y ait ce sentiment de communication? Donc il faut tout faire pour faciliter les passages. Il n'y a pas de bons acteurs et de mauvais. Il y a des efforts à faire des deux côtés, du côté des formations et du côté des entreprises. Mais c'est clair que tant qu'il n'y aura pas de bons mécanismes, on restera à se regarder un petit peu en chien de faïence. Merci pour votre contribution. Je vous reprends le micro pour le donner directement à C. Mustafa Mahboud, qui représente le GIAC. Quelques chiffres, monsieur Mahboud, s'il vous plaît. Monsieur Mahboud. C. Mustafa, comme ça, il n'y a pas d'erreur de casting. Voilà, donc juste par rapport au secteur du céréal, je pense au niveau des entreprises membres du GIAC agroalimentaire, il y a 17%, c'est du secteur céréal. Donc, et on voit de plus en plus même des importateurs de céréales, des semenciers qui commencent à faire de la formation. Et donc, dans votre GIAC agroalimentaire, les entreprises de l'agroalimentaire vous sollicitent énormément, c'est Mustafa? Oui, je vous ai dit, bon, on a une évolution de la demande en moyenne, ça se développe, ça croît de 10% à 15% par an. Juste un chiffre d'entreprise. En 2018, à date d'aujourd'hui, nous avons traité 250 études d'ingénierie et de diagnostic stratégique. Merci. Alors, mais par contre, moi, je voudrais juste revenir par rapport à tout à l'heure, le problème de la motivation et de la formation et de l'implication des opérateurs. Tout à l'heure, j'ai parlé que la formation doit être présentée et doit être réellement un investissement. Donc, un investissement, pour que ça réussisse, il doit émaner d'une analyse scientifique qui détermine les besoins réels de l'entreprise. Les besoins réels en compétences qui va déterminer le besoin réel d'un opérateur. C'est soit l'opérateur lui-même, soit son supérieur immédiat, son chef. Donc c'est lui qui connaît les compétences nécessaires à cet opérateur. Et une fois, la problématique, c'est qu'une fois que cet opérateur est formé, qu'il a acquis les compétences, c'est un créateur de valeur ajoutée. Plus il devient compétent, plus il crée plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Au niveau du management des ressources humaines, il faut intégrer cela. Si on ne l'intègre pas, il crée plus de valeur ajoutée, il va aller vers le concurrent et il va le payer un peu plus cher.
Donc Merci. ça, il faut l'intégrer. Merci, ça va. Très rapidement, nous avons plafonné le timing. Alors, on a été interpellé. Il faut, comme on dit, laver devant chez soi. Et ma grande conviction, c'est que la CGM doit aller au-delà de ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, je vais vous le dire, elle a une commission relation avec les universités qui est maintenant fusionnée avec eux. Et l'essentiel, je crois, a été fait, mais l'interlocuteur n'a pas les dimensions, les prérogatives pour changer les choses. Mais ceci étant, on est loin d'avoir fait ce qu'on veut, parce que même la CGM reste une association des patrons. C'est comme les Nations Unies ne peuvent pas changer des pays alors que c'est une association d'États. Mais là, on doit faire énormément, vous l'avez dit, c'est les stages. Et non, pas des stages basiques. Le sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, et c'est le vaccin du chômage des jeunes, c'est l'apprentissage. Si on n'arrive pas à faire promulguer des lois et dérouler l'apprentissage dès un âge... L'Allemagne, c'est 3 millions. 3 millions de jeunes apprentis qui sont sortis de jeunes. La France, c'est 1 million. Nous, c'est quelques centaines. Donc, c'est le vrai vaccin. Maintenant, pour l'histoire de... Il doit former beaucoup, etc. Si vous voulez ma conviction, moi, j'adhère à une idée. Un grand dirigeant l'a dit. Si vous trouvez que le coût de la formation est cher, attendez à ce que vous connaissiez l'impact et le coût de l'ignorance. Mais, par rapport à ça, la réalité de l'entreprise, l'année dernière, 8000 liquidations d'entreprises, dont 85% en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une entreprise qui a un cycle d'exploitation sain, elle gagne de l'argent, mais elle a un BFR horrible parce qu'il y a des délais de paiement jusqu'à 8 mois. Comment voulez-vous convaincre? Ça, c'est la réalité. Quelqu'un qui commence à hypothéquer ses biens, de former, mais encore faut-il que peut-être c'est grâce à la formation qu'il y aura beaucoup de choses. Mais ça, c'est malheureusement un discours sur lequel on doit revenir à la réalité pour voir que, à l'échelle d'un État, les gens qui ont compris l'impact de la formation, c'est des États comme la Corée du Sud, Singapour, bientôt la Malaisie. Le Maroc, on reste avec une ADN, des gens très court-termistes, avec beaucoup de problématiques avec l'administration et qui, sur le plan économique, on n'a pas encore une offre réellement exportable. Et donc, l'année dernière, on était à 1,1% de GDP. Bon, cette année, c'était 4,4%, mais on reste un petit pays à caractère industriel, mais où le potentiel de développement est énorme. Merci, Nordine Bouabid. Rapidement, je rebondis sur les remarques de François. Avant de donner la parole à Mounir pour la conclusion. Si elle veut intervenir, bien sûr. Alors, François, effectivement, vous avez mis le doigt sur deux problématiques. La première, c'est l'ingénierie de la formation qui est très importante. On doit bien définir qu'est-ce qu'on veut afin de bien choisir la thématique, quelles sont les attentes, etc. Et aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de mystère. Il faut impliquer les opérationnels sur tout le processus. Et c'est un processus qui dépasse parfois les 12 mois, voire 18 mois, pour bien définir qu'est-ce qu'on attend de la formation. C'est quelles compétences qu'on veut attaquer et comment on veut l'attaquer. Et c'est à travers, bien sûr, les clients internes qui sont les opérationnels. Je vous donne un exemple très récent et très simple. Pour former des managers sur la comptabilité et contrôle-gestion, c'est leur quotidien. Ce sont des gens qui managent des exploitations agricoles, qui utilisent chaque jour des outils de compta et de contrôle de gestion. On a ramené un expert qui était capable de former tout de suite, pendant une dizaine de jours, l'ensemble des participants. Mais on n'a pas fait ça. On a fait plein de rencontres avec les gens à former. Il s'est déplacé lui-même chez eux. Il a fait une synthèse des attentes. Et c'est là où il a adapté son module de formation. C'est un expert comptable. Il a adapté son module de formation par rapport aux attentes des apprenants. Ça nous a demandé 8 mois de préparation pour 11 jours de formation. Et 11 jours, bien sûr, décalés sur le temps. Ça, c'est un exemple concret qu'on a vécu très récemment. La deuxième des choses, c'est le formateur. Effectivement, aujourd'hui, s'il y a une question qu'on doit se poser, c'est qui le formateur qui est capable de comprendre la problématique, de proposer une expertise qu'elle détient entre les mains, de comprendre la culture de l'entreprise, de parler un langage avec l'apprenant qui va être compris, etc. etc. D'où la question, est-ce qu'on opte pour un expert qui va venir former et partager son expertise avec des gens qui sont censés prendre le relais et former en interne, d'où l'importance de la formation externe et la formation interne, ou bien développer en interne
une capitalisation du savoir de l'entreprise, tout en restant un petit peu ouvert à ce qui se passe à l'extérieur, capitaliser autour de ce savoir et inciter les gens à être formateurs. D'où l'importance de la formation de formateurs, comment je peux monter un plan de formation, un module de formation, les techniques, les différentes techniques, et ça, il y a des formations qui proposent ça. Je termine par quelque chose de très important. On est en 2018, on est déjà en retard sur le e-learning. Et là, le formateur, on peut le trouver aux Bahamas, on peut le trouver à Singapour, pour une problématique qui concerne une équipe de techniciens au Maroc. Et il faut développer le e-learning, on est déjà en retard. On a pratiquement, je ne vais pas exagérer, on est sur une vingtaine d'années de retard sur le e-learning. Et je fais le lien par rapport à la remarque de Hicham, les écoles d'ingénieurs, les universités, ils ont un savoir incroyable, des experts qui détiennent de l'expertise très intéressante, et à travers des outils online, ils peuvent partager ça d'une façon, je dirais, aujourd'hui pratiquement en temps réel, avec les gens qui ont la motivation pour apprendre et pour réapprendre, comme a dit Sinabil. Merci. Je voudrais rebondir sur l'interpellation de M. Tatou. Tatoun. D'accord. Désolé d'avoir écorché votre nom. Vous faites 3 constats basiques. 400 stagiaires chaque année reçus chez le Sœur Cristal. 2 tiers arrivent à trouver un emploi. C'est la théorie de l'apprentissage dont parlait Hicham. 20 alternants chaque an chez nous. Plus que 90% de ces alternants arrivent à se placer dans le milieu professionnel. Ça, c'est des conventions avec des universités et des EST. Et troisième donne qui est importante, toute personne à qui on valorise l'acte de formation, il devient lui-même un ambassadeur de la formation. Et pour terminer sur une note positive, comme dirait Nokdin, la formation devient forme-action. Il faut toujours lier la formation à une action. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va apporter cette action, et pas en salle, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'elle va m'apporter avant et après. Donc c'est important d'immortaliser l'acte avant, en bien cernant l'attente de la personne qui va se prêter à cet exercice, et après l'interpeller pour un témoignage qui va lui-même nous servir pour pouvoir mieux cerner et interagir par rapport aux futures attentes des bénéficiaires de la formation. Mounir, quelque chose à rajouter, un complément d'information? Aucun complément d'information, sauf des remerciements très vifs donc à la Chambre de commerce française et d'industrie pour avoir organisé cet événement, pour valoriser un secteur qui est très prometteur au Maroc, qui est un levier d'essor et de développement sur le pays, sur le continent. Remercier vivement nos amis panélistes parce que malgré leur implication dans leur grand groupe, ils se sont prêtés au jeu, donc ils ont répondu en peu de temps présent et donc ils font le plaisir de cette rencontre. Donc, et la salle aussi pour sa présence très chaleureuse et vous aussi. Donc voilà, excellente fin de matinée à tout le monde. Merci beaucoup. Et merci également Sophie Boschkron. Merci à toute l'équipe. Ne dit-on pas que la formation est un cercle sans fin? L'essentiel est de savoir quand la commencer et surtout comment la maintenir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi finit cette conférence programmée dans le cadre du CFA 2018. À toutes et à tous.